Alors là, en fait, là, ce dont je suis en train de parler, c'est l'hypnothérapeute. Oui, d'accord. Ouais. Et c'est quel type d'information que vous envoyez en fait à l'inconscient de la personne? Alors, si elle, ça dépend de la problématique. La problématique de la dame ouais. qui a peur de parler en public. Ouais. Si elle fait une séance d'hypnothérapie, quel type d'information comment ça se passera une séance d'hypnothérapie brièvement, bien sûr. Déjà, c'est vrai qu'il y a plusieurs phases. Alors, il y a une phase où on va la mettre à l'aise avec la séance d'hypnothérapie. Donc c'est un petit peu comme de la méditation. Ouais. Voilà, on va dire... La modifier de conscience, comme on dit. Exact. Alors moi, je commence en général par la respiration, quelque chose de naturel, parce que prendre de profondes inspirations, ça permet de se sentir plus relaxé. Et c'est normal, puisque quand on gonfle les poumons et qu'on remonte le diaphragme, il y a un petit muscle qui envoie une information à notre cerveau pour se détendre. Donc, on se détend de plus en plus. Et du coup, là, on l'amène un petit peu dans un état de conscience modifié. Ça vient naturellement. Et la personne est toujours consciente, hein, elle réfléchit toujours, mais elle se sent déjà, elle est vraiment dans les conditions. Et par la suite, on va l'amener, enfin en tout cas, c'est moi ce que je ferais, je l'amènerais sur un terrain calme, en fait. Alors il y a l'image, par exemple, on a peur de parler au public. Bon, j'aime bien la plage, moi. Hein. Donc du coup, il y a tous les ressentis qui sont écrits sur le sable, des angoisses ressenties pendant la prise de parole en public. Vous lui faites travailler, en fait, c'est ça. Peur, en fait, ouais. Son les ressentis, ouais. Et vous lui l'amenez à remonter des informations. Ouais. Okay. Voilà. Donc après, par la suite, les trucs s'effacent et puis après, moi, je balance les ressources qu'elle aimerait. Donc c'est des ressources qu'elle a déjà en elle, qui vont être par-dessus ces choses angoissantes. Ça vient de vous ou ça vient de l'inconscient de la personne? Je fais juste lui rappeler ce qu'elle a déjà en elle. Par exemple, on va faire tout à l'heure sur l'ancrage, on le fera, mais se rappeler d'un souvenir où on a confiance en soi. D'accord. Voilà. On les a déjà ressentis, ces ressources. Alors après, il y a plusieurs façons de les amplifier. On passe par les 5 sens. Oui, Jacob. C'est ça, oui. En PNL, on n'endort pas le mental ou le conscient. On va lui parler. On va faire des jeux avec lui. On va... moi, la PNL, je la vois comme ça. Hein. On organise des petits jeux. Vous savez, un enfant, on lui dit « t'es Superman ». Allez, mets-toi dans la peau de Superman. Il se met à gonfler le torse, à courir comme s'il avait une cape. Il s'imagine en train de voler, déjà. Il s'imagine en train de battre les méchants avec toutes les émotions qui vont avec, la satisfaction d'avoir sauvé une ville entière. Et c'est ça qu'on fait. On invite le mental à jouer. Donc on lui donne des informations et une structure, un jeu, vraiment, quelque chose qui est produit de la façon imaginaire, mais le mental dit « Ok, je veux bien jouer le jeu ». Et il joue le jeu. Et en fait, pendant qu'il joue le jeu, l'inconscient est en même temps en train de recevoir les informations. Il fait passer les informations qu'on lui dit à l'inconscient. Donc on fait travailler les deux. Pour les personnes qui ont peur d'être endormies en hypnose, la PNL, c'est un bon recours. On reprogramme les schémas de pensée. Comme je vous l'ai dit, parce que jouer, en fait, il y a même un conférencier qui s'appelle Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, vous pourrez aller voir ses vidéos sur YouTube, parce qu'il parle du système universitaire, comme quoi on est beaucoup sur de la théorie, sur de la masse d'informations à apprendre, et que ce type d'apprentissage, il n'était adapté qu'à même pas 20% de la population. Donc qu'est-ce qu'on fait des 80 autres? Et il avait remarqué que dans la nature, simplement, les animaux, ils jouaient. Ils jouaient pourquoi? C'était pas un truc débile, c'était justement pour leur apprendre à devenir plus agiles, à fuir les situations qui étaient un peu compliquées, à développer leur instinct.
ils apprenaient beaucoup plus comme ça, pour s'en sortir après dans la nature. Et il y a une professeure qui avait déjà fait ce truc-là dans une de ses classes. Tous les enfants savaient compter, faire même des tables de multiplication, lire, écrire, compter et faire des tables de multiplication à l'âge de 4 ans. Donc c'est plutôt fort. Son système d'apprentissage se faisait sur du jeu. L'être humain apprend beaucoup mieux par le jeu. Là, on pourrait parler justement de l'importance de l'inconscient, là-dedans, des émotions. On remarque que, par exemple, des films, des histoires, on les retient beaucoup mieux, ou en tout cas on accroche beaucoup mieux dès qu'il y a des émotions qui sont ajoutées. Si je vous raconte une histoire de manière formelle, ça va pas être attirant. Vous allez peut-être bâiller, vous allez peut-être penser à autre chose, il y aura un double dialogue dans la tête qui se fera, et puis par politesse vous allez faire oui, mais vous ne serez pas là. Si je vous dis comment je me suis senti, par contre, toutes les émotions que j'ai eues, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, je vais vous transmettre des informations que vous allez ressentir à fond. Et là, ce sera beaucoup plus intéressant. Alors, la confiance en soi, dans tout ça. Je pense que vous devez connaître le proverbe surveille tes pensées parce qu'elles deviendront tes paroles, surveille tes paroles parce qu'elles deviendront tes habitudes, surveille tes habitudes parce qu'elles deviendront ton caractère, il me semble. Je vais peut-être sauter une étape. Mais en tout cas, c'est graduel, comme ça. La confiance en soi, on pourrait dire qu'elle vient des pensées qu'on entretient. Après, vous allez me dire, c'est peut-être pas la source, les pensées. Parce qu'on a beau vous dire quelque chose de tout à fait logique, genre pour quelqu'un qui a peur de parler en public, mais n'aie pas peur, de toute façon, en plus, la plupart des gens, c'est des collègues de travail, tu sais que ça va avec eux, t'as pas à stresser, voilà, et on est là. Ça rassure, mais ça ne va pas vous empêcher de sentir l'angoisse sous-jacente qui sera présente en vous. Donc le fait d'entretenir des pensées agréables ne suffit pas à traiter complètement l'émotion qui est ressentie. C'est vrai qu'en thérapie cognitivo-comportementale, on envoie de la pensée. On envoie de la pensée agréable et à force d'être répété, bon, ça devrait rentrer. Je trouve que c'est un peu forcing. Donc, quand on est sous prise d'une angoisse, des pensées viennent déjà. Des pensées désagréables. Il faut se poser la question, du coup, d'où viennent ces pensées? Est-ce qu'elles nous appartiennent vraiment? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à croire aux pensées agréables que quelqu'un d'autre, un ami, peut me transmettre? Vous avez une idée? On n'y croit pas. Ouais, on n'y croit pas. Voilà, les croyances limitantes, simplement. Donc les pensées désagréables qu'on est en train de se créer, elles viennent d'où? Est-ce qu'elles viennent vraiment de nous ou est-ce qu'elles viennent de quelqu'un d'extérieur? Quelqu'un d'extérieur peut-être dans notre enfance. Oui. De nous et de l'extérieur. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai, vous pouvez avoir fait une expérience vous-même qui s'est soldée en un échec ou quelque chose de malheureux et vous vous dites, ce sera tout le temps ça, sur cette expérience. Donc là, en PNL, on va travailler sur comment s'est formée cette pensée et comment la formuler autrement. C'est pour ça quand, je reprends vite fait l'image du filet, quand vous enlevez un filet de protection, il faut qu'il y en ait un autre en dessous. Donc un mécanisme de défense mais ressourçant, les émotions qu'on transmettra en PNL. Parce que le cerveau n'aime pas quand c'est vide. Quand c'est vide, il va vouloir combler. Il faut qu'il ait quelque chose à la place. Et si c'est quelque chose d'agréable, l'objectif est atteint. Alors c'est en fait trouver comment s'est formée cette pensée dans le passé. C'est ça. Alors ça, c'est une première étape. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord quand
avec certains praticiens PNL qui disent j'ai pas besoin de comprendre ce qui vous est arrivé. Pas besoin... Voilà, on n'a pas besoin de savoir l'origine. Vous faites de l'exercice et puis ça ira. Alors moi, j'ai toujours une petite réserve à me dire que c'est un petit peu comme mettre un pansement, même si on va plus en profondeur, quoi. Mais c'est un peu comme mettre un pansement sur une problématique qui n'est pas résolue, qui réapparaîtra sous une autre forme par la suite. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que j'ai un côté psychanalytique également. J'ai fait 4 ans d'analyse avec une psychanalyste. Et j'ai trouvé ça passionnant comme courant. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en psychanalyse, on parle beaucoup de soi. Et ça peut, en tout cas, ça a eu cette tendance-là pour moi, à satisfaire mon ego. À se dire, quelqu'un m'écoute, je me sens rassuré parce que quelqu'un m'écoute, tout simplement. Et tiens, je vais même l'épater par les pensées que j'ai. Je vais structurer des schémas intelligents pour que cette personne voit à quel point je suis merveilleux. Et le problème, c'est qu'on se retrouve après avec des thérapies qui durent 10 ans. Donc, moi, ce que je fais concrètement, ça vous parlera peut-être un peu plus. Je vais vous parler un petit peu de l'exercice de la ligne du temps. Voilà. On voit ça comme un jeu. Hein. Il y a une ligne, justement. Parfait, il y en a une ici. Et on va demander à la personne de visualiser le temps sur cette ligne. La personne répond souvent que le présent, c'est là où elle est, sur cette place. Le futur, c'est devant. Et le passé, c'est derrière. On peut faire un petit test pour voir comment la personne ressent ces 3 choses. Le présent, comment elle ressent, quelle couleur elle le voit. Voilà. Elle peut dire, tiens, je le vois blanc, le présent. Ok. Le futur, tu le vois comment? Je le vois vert. Le passé, tu le vois comment? La plupart du temps, les gens nous disent gris, noir. Parce que le passé, c'est toute la vieille blessure, etc., etc. Ce qu'on fait, du coup, on va reprendre la problématique. Et ça, c'est un protocole très costaud. C'est pour ça, je le fais pas systématiquement. Parce que la personne peut très bien ne pas être prête à y faire face. Et on lui demande, ok, cette sensation que tu as eue, d'angoisse, c'était quand la première fois? Tu peux revenir dans le passé pour me montrer? La personne recule. D'accord, dis-moi où tu es. Je suis à mes 16 ans, je me rappelle que je devais faire un exposé en classe et puis j'ai paniqué, j'ai pas pu le faire. Du coup, j'ai laissé une amie parler à ma place 1 semaine après. Ok. Est-ce que c'était vraiment la première fois que tu avais ce sentiment-là? Et la personne, en général, elle remonte comme ça. Elle arrive à trouver jusqu'à l'enfance. Alors, pas à s'en rappeler vraiment. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que après, par exemple, c'était à 8 ans, ouais, je me rappelle, je sais pas, j'étais à un mariage et puis, etc. Avec les autres enfants, ça se passait pas bien, blablabla, etc. Ok, c'est quand, est-ce que c'est vraiment la première fois? Et il y a des personnes, elles reviennent encore avant, mais elles savent pas. Elle dit, je sais pas, je le sens. C'est là qu'on dit, l'inconscient a une réponse. Du niveau conscient, on ne peut pas exprimer toutes les images qu'on a eues, comme je vous parlais du système limbique et puis du néocortex, mais quelque chose en la personne a dit de revenir ici. Bon. Donc on plonge pour voir. En général, j'utilise un petit peu, ça fait un peu hypnothérapie à ce moment-là, parce que quand la personne ne se rappelle vraiment pas, là c'est le choix de l'inconscient. Elle se met en immersion. Parfois, des images reviennent. Il y a des personnes qui se souviennent d'un traumatisme qu'elles avaient oublié. Ce qui est très intéressant. Comment ça se passe dans ce cas-là? La personne est mise sous hypnose et c'est des questions qui lui sont posées pour qu'elle
Exactement. Ouais, alors on y va, en général, on y va assez doucement. De toute façon, on le sent venir hein, quand il y a quelque chose. La personne a des signaux non verbaux, voilà, un ton de voix qui change, et on calibre à ce moment-là. On se dit, bon, ok, je vais pas plonger directement dans ce truc-là, je vais lui donner quelques ressources. Et si elle se voit en loin, c'est ça qui arrive souvent, on voit l'enfant intérieur. Donc on voit l'enfant dans tel événement, vivant tel traumatisme avec papa ou maman ou avec une autre personne, une entité parfois. On ne sait pas trop ce que c'est. Moi, j'ai reçu une personne en séance qui, elle, pensait être possédée, simplement. Donc, c'est l'entité qui s'est mise à parler de sa bouche. Voilà. La séance a duré 1h30. Alors après, est-ce que c'était une entité ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, dans la PNL, on rentre dans la carte du monde de la personne, dans la vision qu'elle en a. On adopte son filtre. Donc on voit, on n'est pas en position de juger. Contrairement à ce que certains anti-thérapie brève pourraient nous dire, on ne juge pas, on ne classe pas. On adopte la vision de la personne. Voilà, c'était une entité, ben je joue le jeu. C'est le jeu. Qu'est-ce que maintenant je peux faire avec cette entité? C'est comme si j'avais une autre personne à laquelle je continuais la thérapie, avec qui je continuais la séance. Et bon, bah, au final, bon, bah, on apprend des choses. Hein. Après, j'ai vu que cette entité-là, en fait, elle n'était pas si maléfique que ça. Et que, bah, à force de parler avec elle, de lui reposer les mêmes questions, bon, bah, elle imaginait une lumière qui la brûlait de temps en temps. Et puis, au bout d'un moment, je vais retourner dans mon monde. Et puis, elle est retournée dans son monde. Et puis, une semaine après, j'ai vu la personne et elle se sentait bien. Elle a dit, je sais que c'est une part de moi. Elle fait partie de moi. Donc, ok. Type de question, du coup, ça ressemblait à quoi? Ça dépend vraiment encore de la problématique. Bon, là, qu'est-ce qui me vient? Il y a quel serait le risque d'arrêter d'importuner la personne, d'importuner machin, voilà, le nom, quoi. Cette question-là, bon, moi, je l'aime bien parce que quand on pose la question, quel serait le risque de changer? Quel serait le risque d'avoir confiance en soi? Bon. Et on se rend compte que c'est là justement où il y a le mécanisme de défense. Et parfois, on est à même de pouvoir le formuler. Parfois, c'est un peu compliqué. Ouais. Il y a presque plus de batterie sur l'appareil. Ouais, c'est pas grave. Les 30 premières minutes ont été filmées, donc ça va le faire. C'est cool. Merci Kylian. Donc voilà, ça c'était le protocole à la ligne du temps. Oui, elle est en face à son enfant intérieur. On parle avec... alors, c'est pas terrible qu'elle reste associée, parce que quand elle est en plein dans le souvenir traumatique, elle est à la place de l'enfant, donc elle ne sait pas vraiment le gérer. Elle reçoit les émotions de pleine face. On peut lui demander de se dissocier, de voir la scène comme si elle le voyait sur un écran, à la télé. Voilà. Elle se voit, elle petite, avec la personne en question. Et du coup, moi, ce que je fais, je lui demande, ok, tu vois cet enfant, face à cet événement-là, de quelles ressources tu penses qu'elle a besoin? Donc, elle a besoin de confiance en soi, d'accord, confiance en soi. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu as eu vraiment confiance en soi et puis on rajoute la ressource, voilà, la personne prend comme un shot d'adrénaline sa confiance en elle. De quelle ressource, de quelle autre ressource cette petite fille ou ce petit garçon aurait besoin? Elle aurait besoin d'être apaisée, ok. As-tu senti un moment dans lequel tu étais apaisé, enfin un événement, et puis on refait à nouveau. On additionne ces ressources, et à un moment, j'emmène la personne dans le cadre, toujours dissocié, pour parler à l'enfant, telle une mère ou un père, pour soi. Alors j'utilise un peu de communication non violente, aussi. Je trouve que c'est très utile, c'est un courant qui a été développé en tout cas par Marshall Rosenberg. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on est souvent dans une communication qui a raison, qui a tort. Or, quand quelqu'un vous critique ou vous insulte, comme il disait, c'est l'expression tragique d'un besoin non satisfait. Je vais y revenir tout à l'heure.
Ce que la confiance en soi n'est pas. Être arrogant, vouloir dominer les autres, être le numéro 1. Pourquoi on essaierait d'être arrogant ou de vouloir dominer? Quand on est arrogant, on veut montrer de façon disproportionnée, de façon vraiment excessive, les connaissances qu'on a, quitte à un petit peu écraser l'autre, à lui montrer que bon, il n'a pas grand-chose. Derrière, on peut très bien imaginer la blessure qu'il y a. Une peur d'être à l'écart. Parce que si on n'a pas de connaissances, si on ne les montre pas, eh bien personne ne s'intéressera à nous. Donc la personne a besoin d'être arrogante. Voilà. Là, je l'exprime sous un filtre. Après, ça peut être ressenti différemment par d'autres personnes. Donc c'est cette peur-là que ça renvoie. D'être le numéro 1. Bah oui, parce que dans les sociétés dynastiques, être le leader, le roi, c'était une sacrée place. C'est celui qui avait tous les privilèges, c'est celui qui avait la sécurité, c'est celui qui avait les femmes, l'amour, tout le monde l'aimait. Et être le leader, ça permet ça, d'être aimé, d'être suivi par la masse, d'être en sécurité. Bon, on donne ces standards-là dans notre société, mais ça marche pas très bien. Quand on voit des burn-out, des dépressions, les personnes essayent des choses. Comme je vous dis, elles peuvent même essayer de la psychologie positive, des thérapies cognitivo-comportementales, mais quelque chose en elles ne percute pas. L'inconscient ne reçoit pas l'information. Parce que le mental dit, d'une certaine manière, tu ne peux pas te débarrasser de ce problème, il y a un risque si tu te débarrasses de ce problème. Quel risque? C'est à nous, en tant que praticiens, d'aller voir...